Je vous souhaite le bonjour. Je souhaite également remercier dans un premier temps les organisateurs, l'équipe organisatrice de ce colloque pour m'avoir permis de présenter cette conférence, mais aussi pour m'y avoir invité. Je ne doute pas que la qualité du débat va se maintenir pendant toute la durée de la manifestation. En tous les cas, merci beaucoup pour cette opportunité de présenter mes travaux en sociolinguistique urbaine. Donc aujourd'hui, je vous parle d'urbanisation et d'urbanité langagière, comme l'indique effectivement le titre, dans une optique qui est celle de la sociolinguistique urbaine, vous vous en doutez bien, mais focalisant mon propos sur quelque chose qui est tout à fait essentiel en sciences humaines et sociales, et particulièrement en sociolinguistique, qui est ce qu'on appelle le tournant de la spatialité, autour notamment des travaux de Soja. Donc je vais rapidement vous présenter le plan de ce que je souhaite vous dire. Je vais bien sûr vous redire ou représenter, pour ceux qui ont pu déjà l'entendre, en quoi la sociolinguistique urbaine est une sociolinguistique de crise et en crise. Je vais ensuite vous évoquer plus précisément la notion de spatialité et après vous avoir rapidement exposé ce qu'est la sociolinguistique urbaine en lien notamment avec ce qu'on appelle la sociolinguistique prioritaire. Je vous parlerai de manière un peu plus précise d'intervention, d'où le sous-titre de mon exposé, en lien avec la notion de terrain, de conflit, de modélisation, ce qui me semble en tous les cas rentrer dans les préoccupations également de ce colloque. Donc pour commencer et dire les choses telles que je les pense, donc j'ai déjà eu l'occasion d'écrire plusieurs fois que la sociolinguistique urbaine était une sociolinguistique à la fois en crise et de crise. En crise parce que c'est une sociolinguistique qui notamment, puisqu'on parle là essentiellement de spatialité, qui notamment intègre dans sa problématisation l'espace non pas comme un toujours déjà là, mais l'espace comme une construction sociale, comme un processus que l'on doit intégrer dans la totalité non seulement des approches méthodologiques, mais aussi dans la conceptualisation aussi bien du terrain que des concepts, on va dire, théoriques plus généralement. Donc en crise parce que non seulement il faut conceptualiser différemment le terrain, j'y reviendrai tout à l'heure dans une autre diapositive, mais c'est aussi signaler qu'une sociolinguistique urbaine relève nécessairement de l'engagement du chercheur. On ne produit pas que des connaissances, on produit aussi des outils. On est dans quelque chose qui relève de la militance scientifique, très concrètement, pour évoquer les termes de Bourdieu. On interroge aussi forcément la pertinence des concepts, puisque dès lors qu'on intègre un nouveau paramètre dans un paradigme de recherche, ça suppose de reprendre la totalité. En gros, ne pas sombrer dans une forme de dogmatisme prétendant que la sociolinguistique et ses concepts, ce que j'appelle moi la sociolinguistique générale, auraient effectivement réglé tous les problèmes sociaux dans lesquels le langage est impliqué. Donc on prend la totalité des concepts. C'est également, en termes de crise, on va dire scientifique, on va dire ça comme ça, envisager la pertinence des variables. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui travailler de la même façon sur la variable dit sexe sans considérer l'ensemble des travaux sur les études de genre. C'est une question, en tout cas un questionnement qu'il faut avoir. Et puis c'est aussi sociolinguistique en crise, c'est aussi envisager, ce qui à une époque a cessé de l'être, les modalités possibles d'intervention sociolinguistique. Sociolinguistique de crise, et là vous reconnaissez dans cette organisation la réflexion fondatrice de Jean-Baptiste Marchellesi lorsqu'il posait que la sociolinguistique était une linguistique de crise. Une sociolinguistique de crise parce que la sociolinguistique que j'appelle encore une fois et pour l'instant provisoirement toujours urbaine, est une sociolinguistique qui est une sociolinguistique adaptée à la modification, aux modifications sociales dans lesquelles on est censé pouvoir faire ces interventions. Pour dire les choses simplement, nos sociétés, quelles qu'elles soient, ne sont pas les mêmes que les sociétés dans lesquelles les premiers travaux de sociolinguistique ont été conduits, ce ne sont pas les mêmes à partir desquels les concepts ont été produits. Il suffit de penser aux concepts de diglossie, aux concepts de contact de langue, qui sont forcément nécessairement toujours ethnocentrés, mais en même temps socio-historiquement centrés dans
dans leur production. Et donc aujourd'hui, la sociolinguistique doit aussi reconsidérer les changements sociaux, diraient les sociologues. Donc c'est par exemple les mutations sociales liées à l'urbanisation, urbanisation à la fois en tant que densification du bâti, mais surtout imposition d'une culture urbaine dominante, où la mobilité devient un facteur tout à fait déterminant de valorisation des activités humaines. C'est aussi la modification du lien social. En lien avec cette mobilité, il suffit de penser que par exemple la famille, la notion de famille n'est plus tout à fait la même. En tout cas, en Europe, c'est tout à fait clair que les familles sont très différentes de ces représentations qu'on avait de la cellule familiale transmettant les langues. Recomposition identitaire, puisque les populations étant en mobilité accrue, au moins en termes de représentation, sinon en termes d'effectuation, ça veut dire qu'on rencontre des identités différentes, mais soi-même, on est dans une pluralité d'identités qui est d'autant plus flagrante qu'on se déplace. C'est effectivement aussi, en termes de sociolinguistique de crise, la diffusion de la culture urbaine comme modèle dominant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de culture rurale, mais globalement les valeurs de la culture urbaine sont celles qui tendent à s'imposer dans un ensemble dans un espace ou dans des espaces de plus en plus importants. Et puis c'est aussi le fait que, et c'est ce que ne faisait bien sûr pas la sociolinguistique précédente en termes d'épistémologie de notre discipline, c'est aussi la diasporisation des langues et des cultures, puisque les populations étant de plus en plus en mobilité, en lien notamment avec l'utilisation des médias, etc., on s'aperçoit que les contacts de langue, pour reprendre ce terme que j'évoquais tout à l'heure, n'ont plus grand-chose à voir via ces nouveaux médias avec les contacts de langue précédents. Pour donner un exemple très clair, quelqu'un qui est wolophone, qui habite aux États-Unis, contribue d'une certaine manière, s'il est toujours en contact avec des frères, des sœurs qui habitent Dakar ou qui habitent Paris, avec la production du Wolof. Bref, pour dire les choses simplement, les sociétés ne sont plus exactement les mêmes que celles dans lesquelles les concepts ont été forgés, donc on a besoin de reconsidérer tout cela. Le fait qu'on fasse intervenir le paramètre de la spatialité, en gros qu'on fasse intervenir l'espace dans cette dimension, dans cette conceptualisation, me semble tout à fait important. J'aurai l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Donc, qui dit crise au sens positif du terme de changement suppose qu'on puisse avoir des réponses, en tout cas qu'on élabore des réponses. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce que vous voyez sur la diapositive, mais globalement ça veut dire qu'il faut définir le champ de la sociolinguistique urbaine qui est en fait une sociolinguistique de l'urbanisation, c'est-à-dire en termes d'approche des fonctionnements sociaux, de survalorisation de la mobilité spatiale. C'est aussi une sociolinguistique des discours. Ça veut dire ce qui nous intéresse, c'est ce que disent les gens, pour dire un peu comme Louis-Jean Calvé, de ce qu'ils pratiquent, de ce qu'ils font. Donc globalement, on s'intéresse au discours et à la forme des discours. Mais c'est aussi, bien entendu, dès lors qu'on fait intervenir cette dimension spatiale, c'est effectivement définir sociolinguistiquement la ville. On ne peut pas considérer que la ville est quelque chose de toujours déjà là et rester sur on va dire, des organisations disciplinaires qui ont été intéressantes à un moment, en posant que les dialectologues travailleraient sur la campagne et les sociolinguistes travailleraient sur la ville. De ce point de vue-là, la ville est fondamentalement un discours. Définir la spatialité urbaine, parce qu'évidemment, dès lors qu'il y a une identité caractérisée comme urbaine, citadine, peu importe les termes ici, il y a forcément des modalités, quasiment des stratégies discursives, identitaires qui relèvent de la spatialisation. Lorsqu'on pense appartenir à une ville, lorsqu'on dit que d'autres appartiennent à une ville ou à un espace qu'on qualifie comme tel, et effectivement on construit des discours là-dessus. C'est aussi définir les processus d'appropriation de ces espaces et des phénomènes de territorialisation sociolinguistique, ce qui rend légitimes les locuteurs et les locutrices dans un espace particulier. C'est bien sûr aussi tenter de modéliser cet espace, on en parlera en fin de communication, notamment des espaces plurilingues d'un point de vue sociolinguistique. C'est aussi bien sûr construire des outils de mesure, des tensions et des conflits, puisque c'est une des définitions en tout cas qui relève de la ville, de les envisager comme étant des espaces de tension et de conflit. C'est aussi théoriser l'intervention sociolinguistique en termes de sociolinguistique
linguistique prioritaire. Et enfin, c'est tenter de professionnaliser le champ d'intervention, puisque dire qu'une discipline est en crise ou est une discipline de crise signifie aussi qu'elle ne rencontre plus le corps social ou rencontre peu la société civile. Or, il est clair que les problématisations sociolinguistiques concernent la totalité de nos sociétés, puisque si on renvoie à la définition que posaient Bachmann, Lindenfeld et Simonin de la sociolinguistique comme ayant pour mission de lutter contre l'exclusion sociale des minorités toutes les fois que le langage est impliqué, on se rend bien compte que ça concerne toutes les sociétés. Donc être sociolinguiste, c'est aussi penser la sociolinguistique et le sociolinguiste comme étant un professionnel et donc comme un métier. Donc tout ça, c'est ce qui, on va dire, fonde très rapidement ce que peut être la sociolinguistique dite urbaine. Quelques éléments sur, évidemment, ce que j'appelle, enfin ce que d'autres ont appelé, pardon, c'est pas une expression que j'ai inventée du tout, le tournant de la spatialité, le spatial turn, qui est on va dire, une réflexion qui a marqué beaucoup de sciences humaines et sociales, de la littérature à la géographie, en passant par l'histoire et l'anthropologie, et que paradoxalement, la sociolinguistique ne s'est pas ou peu appropriée. Et de ce point de vue-là, la sociolinguistique urbaine, telle que j'essaie de la défendre, relève effectivement de ce tournant de la spatialité. Alors le chercheur auquel on fait référence dans ce contexte-là, c'est donc Soja, là, donc j'ai pris une référence de 2010, mais c'est parce que c'est écrit en français et c'est un auteur anglophone qui a publié bien avant cela, donc ça date de plusieurs dizaines d'années. Et donc c'est une réflexion sur l'intégration de la spatialité, en gros de l'espace dans un premier temps, dans la recherche en sciences humaines et sociales. Donc vous avez sur cette diapositive là les 3 points finalement sur lesquels en tout cas moi qui me parle tout à fait de ce point de vue-là. Donc la spatialité est un phénomène, en tout cas un fait complètement anthropologique. Nous sommes forcément, en tant qu'être humain, dans un espace que nous co-construisons en lien avec nos perceptions et les interactions que nous menons avec autrui. Nous sommes, comme je l'écris, tous des êtres spatialement, tout autant que socialement et historiquement situés. Nous parlons différemment suivant les espaces que nous nous représentons. Nous évoluons au sein d'espaces. Bref, c'est une dimension incontournable de la pratique discursive, qui jusqu'à présent n'a pas été évoquée, en tout cas au-delà de la dimension diatopique par la sociolinguistique. C'est aussi le fait de considérer, c'est ce que dit Soja, que l'espace est un produit socialement, et peut du coup être transformé socialement, c'est-à-dire que le discours fait l'espace autant que l'espace sur le discours constitue donc la réalité. Et puis surtout, il y a une dialectique socio-spatiale, c'est-à-dire que le spatial est socialement produit et donc la réciproque est aussi vraie. Et en termes de discours, n'oubliez pas, la sociolinguistique urbaine est une sociolinguistique des discours. On est effectivement sur le fait que le discours sur l'espace n'est pas l'espace, mais comme on n'a pas d'autre moyen d'accéder à l'espace que par le discours sur l'espace devient l'espace en tant que tel, ce qui explique qu'il y ait des dimensions spatiales extrêmement différentes. Et quand on envisage le rapport entre langue et espace, qu'on ait des représentations complètement distinctes. Juste un petit exemple là-dessus. Dans les travaux que j'avais effectués sur Rouen il y a quelques années maintenant, on avait fait très clairement apparaître que la représentation de la norme et donc la variété de français perçue comme la norme standard était différente suivant l'identité socio-spatiale des personnes interrogées, ce qui bien sûr nous amène à penser qu'il y a plusieurs normes standards suivant les groupes sociaux et on est typiquement sur ce type de problématisation, même si ce n'est pas le discours dominant sur la question. Donc le fait de faire intervenir et de penser le tournant de la spatialité pour la sociolinguistique et essentiellement pour moi pour la sociolinguistique urbaine, c'est faire intervenir, et là encore on est sur les travaux de Soja, la notion de justice spatiale. À Rennes 2 notamment, il y a un doctorant, Thierry Dehaye, qui commence à travailler de belle manière là-dessus. Et bon, pourquoi parler de justice spatiale? Parce que évidemment, on parle là d'accès aux espaces en tant qu'espaces sociaux, pour dire les choses tout à fait simplement, et ces accès, j'en reparlerai tout à l'heure en fin de communication, sont des choses qui sont, enfin des phénomènes qui sont tout aussi construits par les discours que les autres phénomènes. Autrement dit, on n'est pas dans les espaces par hasard, on y est construit comme étant légitime, illégitime, on s'y déplace de manière volontaire ou involontaire, c'est ce qu'on appelle la mobilité subie ou au contraire la mobilité choisie. Bref, on est sur quelque chose qui relève de la gestion quasi écologique au sens des liens et des rapports entre les humains dans un espace donné,
la réalité sociale. Et donc, ce que je vous dis sur la diapositive à propos de la sociolinguistique urbaine, c'est ce que veut dire le SLU, c'est que finalement la sociolinguistique urbaine contribue à développer une approche socio-spatiale critique, bien sûr de type sociolinguistique, fondée sur ce que les formes langagières, sur ce que finalement les discours disent d'un double mouvement. Oui, je pense qu'on peut, enfin je relis mes notes, mais je pense effectivement que c'est comme ça qu'on peut dire les choses, qui expriment ce que les discours disent des reproductions, transformations des rapports sociaux et du rapport entre eux et des tensions, le terme que j'évoquerai tout à l'heure, entre langue et espace comme vision du monde, c'est-à-dire le discours sur les langues, le discours sur l'espace semble a priori être complètement distincts, mais en fait ils sont intimement corrélés, puisque c'est ce qui nous permet de construire en tant que locuteur, en tant que locutrice, notre légitimité dans cet espace, mais en même temps de hiérarchiser à la fois les langues, les espaces et les personnes qui les parlent. Et on est typiquement là sur une problématique qui relève de la justice ou de l'injustice spatiale comme forme de pratique discriminante, autorisant, interdisant l'accès à certains types d'espaces, reléguant certaines populations dans certains types d'espaces, autour effectivement, puisque c'est notre discipline, des liens entre discours épilinguistiques et discours topologiques. Je vous présente rapidement une schématisation qui a déjà été publiée ailleurs de ce que j'ai coutume de nommer la sociolinguistique urbaine, vous avez bien compris, qui relève de la sociolinguistique de l'urbanisation. En gros, pour faire vraiment très simple, on est sur une approche qui travaille sur trois grands axes, qui sont bien sûr pas exclusifs l'un de l'autre, qui sont bien sûr essentiellement programmatiques et que l'on peut bien sûr compléter encore une fois. Mais en gros, on travaille quand on est sur ces approches-là, sur la mise en mots de la covariance entre la structure socio-spatiale signifiante et la stratification sociolinguistique. Globalement, ce que je viens de vous dire en relève sur les discours épilinguistiques et les discours topologiques. Mais on travaille bien entendu sur le contexte social des discours qui sont produits, c'est le deuxième axe, avec l'idée que l'espace tel qu'on se représente dépend du temps, c'est-à-dire du moment où on produit l'énoncé, mais du moment aussi dont on parle dans l'énoncé. Le lieu, ça veut dire que la représentation qu'on a de l'espace et des langues qui sont attribuées dépend effectivement, c'est le concept, enfin c'est le paramètre de localité, dépend effectivement du lieu dont on se perçoit légitime ou pas, du lieu dont on parle. Donc vous voyez bien qu'on est dans une relation de plus en plus complexe. Le facteur action pour expliquer le contexte social du discours, c'est pour signifier le rapport entre l'espace perçu et l'espace vécu. Un peu, pour expliquer un peu ça, on a tous en tête en sociolinguistique qu'il y a nécessairement un décalage entre le discours sur la pratique et la pratique du discours. On retrouve cela sur la notion d'espace. Il y a un décalage entre l'espace que l'on pratique et l'espace dont on dit que l'on a une pratique. On peut penser aller quelque part et ne jamais y aller. De même manière, on peut savoir parler d'un endroit qu'on n'a jamais pratiqué. Et puis enfin, pour expliquer ce dernier axe, c'est la notion d'habitus linguistique, c'est-à-dire qu'on a intériorisé tout un ensemble de normes sur les pratiques linguistiques attribuées, déniées, supposées de tel type d'espace et qu'on s'auto-attribue, qu'on s'hétéro-attribue, évidemment, c'est tout à fait intéressant à considérer. Et puis le troisième axe, c'est l'efficacité sociale des discours urbanisés sur finalement la réalité des pratiques. Ça signifie que, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, ça signifie que le discours sur l'espace n'est pas l'espace, mais qu'effectivement il devient l'espace pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et s'il y a un discours posant que tel lieu de ville, que tel type d'espace est un espace négatif, un espace dévalorisant, ou au contraire un espace valorisant, un espace positif, etc., ça aura des effets sur les propres pratiques que nous-mêmes nous aurons sur le type d'espace et qu'on autorisera ou que la société civile rendra possible à ce moment. Donc, en gros, une sociolinguistique de l'urbanisation travaille en tant que sociolinguistique des discours sur la totalité de ces axes, dans une perspective intégrant l'espace comme un paramètre structurant des pratiques sociales, dont les pratiques socio-discursives, et au final permet de comprendre ce qui, dans le laboratoire dont je fais partie, donc le préfixe, permet de comprendre pourquoi on commence de plus en plus à travailler sur des phénomènes liés à la notion de justice ou d'injustice sociale, de discrimination socio-langagière, socio-linguistique, peu importe ensuite les termes qui vont avec.
Donc pour expliciter un tout petit peu plus les choses en termes d'intervention, je vous ai dit que progressivement on parlerait de plus en plus d'intervention sociolinguistique. J'ai proposé le concept de sociolinguistique prioritaire qui en fait renvoie à des travaux de géographie sociale, parce que la géographie sociale parle également de géographie prioritaire, où à partir du cas français, mais c'est transposable sur d'autres situations, en lien avec les politiques de la ville qui finalement repèrent des territoires en difficulté, des espaces où globalement, socialement, on estime par rapport à certains indicateurs sociologiques que les personnes seraient ou sont en difficulté. En fait, on se rend compte en France que ce sont essentiellement des espaces plurilingues, mais marqués par un plurilinguisme conçu et représenté comme celui des migrants économiques. Et donc, concevoir une sociolinguistique prioritaire, c'est-à-dire c'est envisager qu'on va travailler sur non seulement, et bien entendu, la nature du lien social et le renforcement des liens sociaux positifs, va-t-on dire, mais en même temps sur une temporalité de recherche qui est complètement différente, puisqu'il est clair que quand on nous sollicite, et ça parle là d'intervention, quand on nous sollicite pour intervenir sur un quartier, on ne peut pas prendre le temps de la recherche qui, globalement, peut, sur un tel projet, durer entre 1 an et 3 ans. On doit parfois réagir sur quelques mois, quelques semaines, et donc ça suppose aussi qu'on ait pensé la dimension de la recherche en termes de temporalité et aussi de réponse effective sur la manière d'intervenir. Donc, on pourra éventuellement, bien sûr, en tout cas, je suis prêt à discuter avec les gens qui me contacteraient pour discuter plus avant de tout cela. Ça veut dire aussi, lorsqu'on parle de sociolinguistique urbaine et d'intervention, donc de sociolinguistique urbaine prioritaire, peu importe l'ordre dans lequel on met les termes, donc vous l'avez compris, non seulement d'accepter de produire des outils et des méthodes d'intervention, donc on produit bien sûr des connaissances, on est une discipline scientifique, donc on produit des connaissances, on conceptualise, tout ce que je vous ai dit auparavant, bien sûr, je l'assume tout à fait, mais c'est aussi produire ces fameux outils, ces fameuses méthodes d'intervention. Si on est en sciences sociales, comme l'est la sociolinguistique urbaine, si on pense que ce qu'on fait doit servir à quelque chose, on ne peut pas laisser la société civile se servir de nos connaissances. On doit effectivement produire ces outils et, je le redirai après, accompagner évidemment l'usage des outils en question. Ça veut dire aussi accepter la subjectivation des approches. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut extrêmement gêner un certain nombre de personnes. Ça signifie que, non pas qu'on est dans un relativisme absolu de la connaissance scientifique, mais ça signifie que, je le redirai là aussi tout à l'heure, que le chercheur est aussi acteur de la recherche qu'il mène, que pour reprendre les termes de Bourdieu, on a besoin d'objectiver notre subjectivité, donc on est dans cette approche-là. Ça veut dire que si je travaille sur tel terrain, ce n'est pas tout à fait par hasard, ce n'est pas parce que j'ai tout simplement trouvé cela intéressant sans me questionner là-dessus. Ça veut dire qu'évidemment, l'approche que j'ai sur un terrain est une approche spatialement, historiquement, socialement située en tant que chercheur. C'est donc, vous le comprenez bien, accepter des discours comme des actes de militance scientifique, aussi bien, bien sûr, d'une certaine manière, on pourrait dire l'ensemble des discours comme acte de militance, mais aussi le discours scientifique comme un acte de militance. Ça veut dire qu'on a forcément, quand on fait de la sociolinguistique urbaine, un projet théorique, ça va de soi, mais on a aussi un projet social et un projet politique. Projet social au sens de, on a une certaine représentation de ce que la société devrait être pour que chacun des acteurs sociaux s'y retrouve positivement, ou du moins équitablement. Et on a également un projet politique au sens au moins de celui de la cité, ce que veut dire politique dans un premier temps, c'est-à-dire sur la nature des relations que les individus doivent avoir dans l'espace public. Donc on a nécessairement à expliciter tout cela. Et puis c'est aussi, lorsqu'on fait ce type de sociolinguistique, dans une démarche interventionniste, c'est aussi accepter la médiatisation des recherches, ce que dans d'autres lieux j'ai appelé documentarisation de la recherche, c'est-à-dire accepter de produire des objets qui ne sont pas des objets, on va dire, absolument scientifiques du point de vue académique, mais qui sont des objets qui permettent tendanciellement à la société civile, aux associations, aux personnes même tout simplement, de comprendre ce que l'on dit dès lors qu'on ne tient pas un discours qui soit un discours uniquement scientifique. Donc ça, c'est quelque chose auquel personnellement je tiens et qui me semble tout à fait important. Donc pour terminer provisoirement sur le concept d'intervention, c'est la diapositive suivante qui est intitulée « Pas d'intervention sans co-intervention ». Alors j'ai bien conscience que le préfixe « co » pose plein de problèmes et pose plein de difficultés, y compris parce qu'il a été repris par les
divers discours politiques d'aménageurs, etc., pour justifier finalement des mesures coercitives en ayant pris le pouls des citoyens sans forcément le prendre en considération. Mais là, on n'est pas sur cette dimension de discours politique-là, on est bien sur la dimension scientifique, sachant que ce que j'ai appelé moi là, les collectivités, qu'on pourrait appeler communautés, groupes sociaux, en gros que globalement les sociétés sur lesquelles on intervient ont déjà des sources d'information, ont déjà des connaissances, ont déjà on va dire des éléments qu'on ne leur apprend pas. Pour dire les choses tout simplement, on peut difficilement aller dans une ville, voir une mairie et dire, vous savez, dans votre ville, tous les gens ne parlent pas la même langue, même si vous pensez exactement le contraire, ou du moins si vous pensez qu'on dit le contraire, parce qu'en général, en gros, les sociétés plurilingues savent qu'elles sont plurilingues, les sociétés où il y a de la ségrégation savent qu'il y a de la ségrégation, les sociétés où on sait qu'il y a des quartiers en difficulté et d'autres au contraire très valorisants, on le sait, ça fait partie des discours dominants, donc un sociolinguiste n'a rien à apprendre à ces sociétés-là. En revanche, ce qu'on a à mettre en place, c'est effectivement d'évaluer, dans le cas où effectivement il y a une politique urbaine visant à essayer de rendre plus équitable, je parlais tout à l'heure de développement durable, de rendre plus équitable le traitement des citoyens, on a besoin de co-évaluer la demande, cette fameuse demande sociale qui en sociolinguistique est importante pour nous, de co-construire les outils. Le chercheur n'a pas des outils, n'a pas des idées supérieures aux acteurs sociaux. Les acteurs sociaux ont déjà des compétences, ont déjà des techniques, on doit les co-construire avec, et une co-validation des actions. Co-validation des actions, ça veut dire qu'on doit bien sûr essayer d'évaluer ce qui s'est passé, les mesures que l'on a prises. Bref, le chercheur doit aussi, indépendamment de son activité de recherche, on va dire académique, doit aussi être un partenaire des changements sociaux que ces actions sont censées produire. Ça me semble en tous les cas quelque chose de tout à fait essentiel. Je vous ai annoncé que j'allais parler de développement durable urbain, et je dis en sociolinguistique, mais je pourrais dire sociolinguistique en tant que tel. Là aussi, le terme de développement durable est quelque chose de très polémique parce que, là encore, le discours politique s'en est emparé, le discours institutionnel s'en est emparé pour en faire des choses extrêmement différentes. Là, en gros, il s'agit de dire, et c'est ce que les diapositives d'après vont essayer de proposer, que si nous souhaitons intervenir, si nous souhaitons, et nous le faisons de plus en plus, agir sur les réalités diverses et variées, c'est pour mettre en place des fonctionnements sociaux qui, par rapport aux projets que nous avons, aux projets que nous identifions dans la société civile, sont en harmonie avec à la fois notre éthique et notre déontologie. Et donc, globalement, parler de développement durable urbain en sociolinguistique, c'est envisager la dimension plurilingue, au-delà des poncifs qui peuvent être tenus sur c'est absolument extraordinaire d'être plurilingue, la dimension plurilingue comme étant une dimension structurante et positivement structurante des sociétés. Et de ce point de vue-là, je crois que le discours que l'on peut tenir en sociolinguistique urbaine dans une perspective interventionniste, encore une fois, c'est s'opposer à une idéologie de la conflictualité. Autrement dit, il y aurait des langues systématiquement en conflit, on oublie que ce sont des personnes et que en fait ce sont pour des raisons sociales qu'il y a des conflits de ce type-là, des communautés discriminées, des identités monovalentes, mais affirmer une idéologie de la durabilité, c'est-à-dire de la cohabitation des langues et des parlures, de la prise de conscience des altérités constitutives des identités diverses, bien sûr liées au plurilinguisme. Bon, bien sûr, ça c'est un projet, vous le voyez bien, qui renvoie d'une certaine manière à un projet politique dans tous les sens du terme. De ce point de vue, j'évoquais tout à l'heure une conceptualisation spécifique du terrain. Lorsque l'on parle dans cette perspective-là de terrain, c'est bien sûr pas l'endroit où on va faire ses recherches, c'est une définition qui a eu une signification quand on opposait les linguistes de cabinet, ce que d'autres ont pu appeler les technolinguistes par la suite, et puis les sociolinguistes, c'est au contraire considérer, un peu d'ailleurs comme l'ont fait là encore dans un premier temps les géographes sociaux, le terrain comme cette entité spatio-temporelle et en même temps comme instance épistémique où se manifeste l'attitude empirique d'un chercheur. Enfin bref, je ne vais pas vous lire la totalité de la diapositive. C'est en gros considérer que le terrain est un artefact, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire que c'est bien un individu qui
en tant que professionnel de la recherche, valide son activité par quelque chose qu'on appelle un terrain, mais qui relève d'une dimension à la fois spatio-temporelle et en même temps empirique, en lien avec ce qu'il peut être en tant que tel. Et de ce point de vue, je reprends des choses qui ont déjà pu être dites, y compris par les premiers sociolinguistes, que les terrains sur lesquels nous travaillons sont en fait des situations sociolinguistiques à chaque fois spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain sans être vierge de toute connaissance, de toute compétence interactionnelle, de tout regard social. On est forcément acteurs de ce terrain, évidemment en co-construction avec ceux vers lesquels on va, mais de ce point de vue-là, les terrains sont des espaces-temps d'interaction intellectuellement cohérentes, contextualisés, etc. Donc ça, c'est un fait tout à fait essentiel, puisque ça veut dire, en termes de recherche qualitative, qu'on intègre le chercheur dans le dispositif de construction de données scientifiques et d'intervention, puisque évidemment, le reste me semblerait tout à fait incongru. Donc, dans le rapport entre durabilité et plurilinguisme, c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, il me semble intéressant de confronter la notion de tension à la notion de conflit. Vous en avez donc une explicitation sur la diapositive que j'évoque, que je vous montre ici. Il me semble qu'il est vraiment intéressant de voir que, en tout cas il me semble intéressant de voir que notre travail de sociolinguiste en termes d'intervention, c'est de faire en sorte que les tensions qui sont inhérentes en fait aux relations entre différents groupes sociaux ne passent pas à la dimension conflictuelle. En gros, que les tensions restent des tensions, elles sont constructives et finalement structurantes des rapports sociaux dans un espace qu'on peut qualifier là d'urbanisé, alors que les conflits deviennent complètement déstructurants. Alors je sais qu'il existe des théories du conflit qui disent que le conflit est nécessaire à l'organisation des sociétés, mais je ne suis pas de cela, je suis davantage sur l'idée que on doit non pas confronter les représentations, les intérêts divers et variés, les pouvoirs divers et autres, mais qu'au contraire, notre analyse vise à essayer de considérer ce qui fait qu'une société fait système, et dès lors qu'elle fait système, jusqu'à quel point ce système est viable, jusqu'à quel point il est durable, en lien avec le plurilinguisme, mais évidemment, quel plurilinguisme, de quel plurilinguisme l'on parle, au-delà des poncifs sur le plurilinguisme qui peut être considéré comme quelque chose d'absolument magnifique d'un côté quand il s'agit de parler plein de langues dominantes, ou au contraire d'extrêmement négatif d'un autre côté quand il s'agirait de ne parler que des langues perçues comme des langues de migrants économiques, pour caricaturer un tout petit peu les choses. Et de ce point de vue-là, je vous propose une modélisation, le terme est un petit peu vaste, un petit peu peut-être présomptueux, mais en tout cas une représentation graphique de la dialectique entre tension et conflit dès lors que l'on parle de plurilinguisme. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu cette schématisation, qui a été partiellement publiée ailleurs, mais qui, sous cette forme-là, ne l'a pas encore été, en gros, il s'agit bien de travailler sur les pratiques discursives, donc c'est ce que veut dire l'axe horizontal, en lien avec ce qui est perçu d'un côté et ce qui est vécu de l'autre, et chacun des axes, suivant qu'il est à gauche ou à droite, les axes gradués qui sont à gauche ou à droite de cette organisation-là, renvoie soit au perçu, soit au vécu. Donc globalement, il s'agit de travailler sur les discours tenus par des locuteurs et locutrices, sur évidemment le plurilinguisme qui est la notion structurante ici de cette schématisation, qui peut être davantage du côté perçu que du côté vécu. Chacun des autres axes renvoie respectivement à des choses tout à fait différentes. L'axe donc L pour légitimité, sur le fait que les locuteurs et locutrices s'accordent à faire de cet espace un espace de légitimité, ça renvoie à la territorialisation sociolinguistique. L'axe vulnérabilité, au fait que les locuteurs et locutrices s'accordent pour que leur espace s'accorde à considérer on va dire la solidité, pourrait-on dire, de leur espace d'action, de leur espace énonciatif. La notion de vulnérabilité renvoie au fait qu'il puisse y avoir une destruction, une disparition de ce type d'espace, en quoi l'espace est, on va dire, est suffisamment pérenne, pourrait-on dire de ce point de vue-là. L'axe, il en manque un, voilà. L'axe mobilité, c'est pour renvoyer au fait que les locuteurs et locutrices vont accorder à ces mêmes espaces le fait qu'ils sont issus de mobilité, c'est-à-dire que globalement, on pourrait y percevoir des gens qui viennent d'ailleurs ou qui pourraient partir de cet espace.
L'axe habitat renvoie au fait que les locuteurs et locutrices s'accordent sur les espaces, notamment sur la capacité de cohabitation pour concevoir la pluralité culturelle sur ce même espace. Il nous reste à voir aussi l'axe genre, puisqu'évidemment l'appréciation de ces espaces plurilingues dépend aussi du genre des individus, du genre assumé, du genre déclaré, du genre parfois subi. Ça me semble quelque chose de tout à fait nécessaire. Et puis l'axe local renvoie à la notion de globalisation, c'est-à-dire dans le lien entre le local et le global. Est-ce que le plurilinguisme est perçu comme local ou global en termes de vécu ou en termes de perception, encore une fois. Donc je pourrais rester longtemps sur cette schématisation, mais en gros, pour essayer de comprendre ce que cela peut signifier, c'est qu'il y a une tension, donc pas conflit axial d'autant plus forte que l'écart est grand sur un axe donné entre le perçu et le vécu, et que globalement ou pas, les valeurs du vécu, du perçu s'équilibrent, et on arrive à une situation de conflit dès lors qu'un maximum d'axes relève d'une forte tension, même si chacun des axes n'est pas en tant que tel déterminant. Donc globalement, pour envisager en termes d'intervention le plurilinguisme en sociolinguistique urbaine, qui peut être une sociolinguistique urbaine prioritaire, il s'agit de considérer au minimum la totalité de ces axes qui, vous le voyez, relèvent de ce tournant de la spatialité, parce qu'au-delà du fait que les gens parlent des langues différentes ou pas, ou des variétés de langues différentes ou pas, interviennent nécessairement ces dimensions dans la construction même de la justice ou de l'injustice spatiale, pour reprendre les termes de Soja que j'évoquais tout à l'heure. Alors, quels sont les lieux d'intervention, c'est-à-dire ces espaces où se joue presque la dialectique, oui c'est le terme que j'ai employé, entre conflit et tension. Donc là je fais les choses un peu rapidement, mais c'est à la fois donc espace et lieux publics, et lieux communs, et lieux politiques, et lieux professionnels, et lieux linguistiques, et lieux identitaires pour une première typologie, où vous voyez que globalement différents cas de figure où les discours interviennent, et les discours bien entendu intégrant la dimension plurilingue et l'ensemble des compétences plurilingues interviennent. On se rend compte que c'est aussi bien la hiérarchisation des espaces de référence que la mise en mots des mobilités, que l'accès aux pratiques citoyennes, que les discriminations professionnelles, que l'accès aux pratiques linguistiques, globalement aux langues qui seraient valorisantes, qui peuvent être interdites à une catégorie de population. Et puis c'est aussi tout simplement l'interdiction qui est faite par les discours à certaines populations de s'approprier certains types d'espaces. Ça veut dire que globalement, sans forcément, encore une fois, que cette liste soit exhaustive, que faire la sociolinguistique urbaine, donc cette sociolinguistique de l'urbanisation et des discours que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est envisager la totalité de cette typologie spatialisée des pratiques langagières. Quelques mots pour terminer cela, sur on va dire l'émergence des conflits quand ils arrivent, parce qu'évidemment, on peut travailler sur des situations, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne relèvent que de tensions, mais il y a aussi des situations qui sont déjà en conflit et on ne peut pas prétendre qu'elles n'existent pas. Si on est effectivement sur la notion d'émergence, telle que Morand l'évoque, sur le fait que, pour dire simplement les choses, un système présente un caractère de nouveauté par rapport aux qualités et propriétés précédentes ou prises isolément, il y a effectivement des cas où il y a émergence des conflits, et c'est en fait ce qui permet de comprendre qu'il y a un conflit émergent, en tous les cas un conflit en tant que tel, c'est le changement de configuration entre le vécu et le perçu, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc les conflits sont soit en présence, les tensions sont amplifiées, soit sont en potentialité, c'est-à-dire les tensions sont partiellement en congruence, voire, pour dire les choses peut-être autrement, en émergence, c'est-à-dire que les tensions se modifient fortement sur l'axe du vécu et du perçu. Donc la diapositive que je vous évoque essaie de rendre compte un peu de tout cela. Les discours font système, je mets volontairement un S à système. Les systèmes sont des systèmes d'interaction, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notion d'interaction. Les systèmes d'interaction procèdent des situations sociolinguistiques, puisqu'évidemment on est nécessairement contextualisé de ce point de vue-là. Les situations sociolinguistiques sont nécessairement, devrais-je dire, plurilingues et interculturelles, et de ce fait, elles-mêmes sont urbanisées, bien entendu, c'est-à-dire diasporiques et territorialisées, pour reprendre la terminologie que j'évoquais tout à l'heure. Donc il me reste à évoquer on va dire
les méthodes qui vont mettre en place ou qui vont permettre de promouvoir ce type d'approche en même temps que de construire la théorie. Là encore, je vais un peu vite, mais ça me semble en tout cas spécifique, suffisamment spécifique pour que ça soit intéressant. La démarche globale est une démarche qualitative. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'interdit des données, enfin en tout cas des observables qui seraient quantitatifs, mais ça veut dire que dans ce cas-là, on est dans la quantitativisation du qualitatif. Ça veut dire aussi que c'est la conception ou la conceptualisation même du discours comme une praxis. Ça, c'est un fait tout à fait essentiel. On n'étudie pas les discours comme étant des faits indépendants des fonctionnements sociaux, mais comme structurant le fonctionnement social qu'on souhaite observer, comprendre, interpréter ou sur lequel on souhaite intervenir. La démarche est nécessairement réflexive et je ne pense pas qu'on puisse faire de l'intervention sans démarche réflexive en sociolinguistique, sinon on est sur l'application de technique et une application technique non réflexive et relève en tout cas d'autre chose que des sciences sociales, pour dire les choses simplement. Donc ça veut dire au moins que le chercheur est un acteur du dispositif, ça je vous l'ai déjà évoqué, et ça veut dire qu'il y a nécessairement une contextualisation de la recherche et de la demande sociale. Là aussi j'ai un petit peu évoqué les choses. Ce que je n'ai pas encore dit, même si je l'ai dit entre les lignes, c'est qu'évidemment la démarche globale est socio-constructiviste. Ça veut dire que le chercheur n'a pas la position haute sur le terrain qu'il envisage, que la catégorisation procède du terrain. Ça ne veut pas dire que le chercheur ne sait rien, bien entendu, mais ça veut dire que la théorisation, la modélisation est quelque chose qui est dans d'une approche, on va dire, en fait, dans une approche dialectique entre la théorie et le terrain, ça me semble, ça relève de cette démarche dite transductive qu'on connaît par ailleurs. Ça veut dire aussi qu'on travaille sur une perspective qui est celle de l'analyse du discours. Ceux qui me connaissent un peu savent mon ancrage dans la sociolinguistique dite de l'école de Rouen, donc du lien entre analyse du discours et sociolinguistique. Donc ça veut dire qu'on travaille sur les non-dits, ce qui bien sûr n'a rien à voir avec les sous-entendus et des choses de ce type-là, mais sur le fait que, pour dire les choses peut-être simplement, qu'est-ce qu'on dit qu'on ne dit pas mais qu'on dit quand même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit qui manifeste les changements sociaux, les reproductions sociales en termes de relégation, de discrimination, de valorisation, etc. Ça veut dire aussi qu'on travaille sur les attitudes en tant que discours produits sur des objets sociaux donnés. Ça veut dire aussi qu'on travaille sur les phénomènes actifs, les dynamiques même de marquage signalétique et langagier, c'est-à-dire comment les locuteurs et les locutrices produisent par les dénominations, par l'inscription des langues, les espaces qu'elles construisent au final comme des espaces de légitimité. Et puis enfin, mais je l'évoquais déjà lorsque j'ai parlé de médiatisation de la recherche, ça signifie aussi que l'on met en avant la documentarisation de la recherche comme étant importante. Et là, je vous renvoie, puisque je parle à un public où il y a aussi évidemment beaucoup d'Algériens, je renvoie au web documentaire dans les murs de la Casbah, donc réalisé dans un précédent programme ubercurien pour vous montrer des aspects en tout cas de la documentarisation de la recherche. Je vois qu'il est temps de conclure, donc avec une question bien sûr à laquelle j'ai déjà des éléments de réponse. Quel est l'enjeu sociétal d'une sociolinguistique urbaine prioritaire en lien avec tout ce que je vous ai dit précédemment? En tout cas, j'espère avoir été un peu clair sur le sujet, puisqu'on parle à la fois de développement durable urbain, on parle d'intervention, on parle de théorie, on parle de réflexivité, on parle de socio-constructivisme. Ma réponse actuelle est la suivante, je me permets de lire ma diapositive, c'est de rendre équitable le traitement social des divers plurilinguismes, nécessairement spatialisés et diasporiques, pour ce qu'il montre de la pluralité des rapports humains et des représentations du monde. Je sais que c'est un très très vaste projet, mais néanmoins, pour l'instant, c'est le projet social de la sociolinguistique urbaine tel que je la défends depuis plusieurs années et tel que je sais que d'autres commencent à la défendre également. Je termine très rapidement par vous dire qu'il y a ici quelques éléments bibliographiques complémentaires et en lien avec ce que je vous ai dit. Et pour terminer définitivement, je vous remercie vraiment très chaleureusement de votre attention. J'espère vous revoir très bientôt et je vous dis donc au revoir. Merci.